darei adesso la parola a Gilles Marchand che presidia un altro aspetto importante che è quello dell'informazione professionnelle. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais parler en français, j'espère que ça va. Mais à dire vrai, il n'y a pas tellement le choix parce que je n'arriverai pas à le faire en italien. Donc j'espère que vous allez pouvoir me suivre. Je vais aborder cette question sous un autre angle, sous une autre perspective. Je trouve très intéressant ce qui a été dit et je vais essayer de voir comment ça peut se raccrocher à mon propos. D'abord, première chose, il faut bien le dire, la désinformation, c'est un sujet qui est à la fois complexe, mais qui n'est pas nouveau. On l'a vu à travers l'histoire, la désinformation a toujours été présente dans la société. Ce qui est nouveau et ce qui mérite qu'on s'arrête un instant, c'est le contexte dans lequel cette désinformation agit. Et ce contexte-là, il est nouveau. Ce contexte-là de la société digitale est un contexte qui amène de nouveaux problèmes. J'ai identifié 4 grands trends, 4 grands mouvements qui sont, je crois, constitutifs de cette nouvelle société médiatique. Le premier mouvement, le premier trend est celui de la globalisation, évidemment. Notre société médiatique se globalise, de nouveaux acteurs apparaissent qui sont des acteurs mondiaux, typiquement, je prendrai l'exemple de Netflix ou d'Amazon, qui agissent dans les marchés locaux avec une perspective mondiale. On a dans ces nouveaux acteurs de nouvelles règles du jeu qui perturbent complètement le marché. La deuxième grande caractéristique, c'est que la société se numérise, c'est-à-dire qu'elle se dématérialise. Les médias se dématérialisent. Ils sont aujourd'hui, au fond, personnalisés, ils sont mobiles, ils se retrouvent les uns avec les autres dans le même territoire, et ça crée les batailles terribles qu'il y a entre les familles de médias, qui jusque maintenant travaillaient bien chacun dans leur coin. Aujourd'hui, elles sont toutes ensemble sur le même territoire digital. Ça crée les batailles terribles. Le troisième trend, c'est celui de la complexité. Et là, il faut bien comprendre une chose, à mon avis, très intéressante, c'est qu'aujourd'hui, dans la production médiatique, on ne peut plus distinguer la conception de la fabrication et de la distribution. Jusqu'à maintenant, dans la chaîne de valeur, on avait vraiment 3 rythmes différents qui correspondaient à des savoir-faire différents. Aujourd'hui, ces rythmes se cumulent en un seul, et ça augmente fortement la complexité médiatique. Enfin, dernier élément, le dernier trend important de la société médiatique actuelle, eh bien, elle se fragilise. Les modèles d'affaires des médias sont en train de tomber un peu partout. Il y a plusieurs facteurs à ça. D'abord, la notion de gratuité des contenus. On ne veut plus payer, on veut bien payer pour une connexion, mais pas pour un contenu. Ensuite, la publicité qui s'évapore, comme la neige au soleil, qui se développe sur d'autres distributions avec des pertes de valorisation. Et puis, le grand débat autour de la redevance ou du financement public, qui est aussi sujet à question dans beaucoup de pays européens. Alors, ces 4 grands trends, globalisation, numérisation, complexité, fragilité, eh bien, ça provoque des réactions. Ces réactions, on va voir, sont propices à la création de la désinformation. Mais la première réaction, c'est que les groupes de presse, les groupes médias, essayent de se diversifier. Donc c'est une tentative de diversification. On essaye de faire autre chose pour arriver à survivre. Et la question qui se pose alors, c'est est-ce que le profit qu'on arrive à générer quand on fait autre chose est réinvesti dans la production médiatique ou pas ? Et la réponse, c'est plutôt pas, malheureusement. Et donc ça crée de l'appauvrissement dans la capacité de production. Et le deuxième réaction que cela provoque, c'est une recherche parfois désespérée de l'attention. Il y a une nouvelle économie de l'attention. On essaye aujourd'hui à tout prix de retenir l'attention quelques instants pour tenter de survivre dans cette grande et vaste bouleversement. Alors, on a tendance à mélanger aujourd'hui l'information, l'info et l'écho. On va de plus en plus vers le trash, parce que, évidemment, ce trash provoque l'attention. Ça provoque des pertes de crédibilité, ça provoque des pertes de légitimité, et par conséquent, ça n'incite pas les gens à se procurer des contenus intéressants. Et tout ça, mesdames et messieurs, se fait dans un décor qui est un décor extrêmement intéressant, c'est celui de la révolution technologique. Je ne vais évidemment pas aller dans le détail, ce serait trop long, mais peut-être simplement vous dire que cette révolution technologique, elle est marquée par un phénomène important, c'est celui de la recherche de la donnée. La personnalisation entraîne la recherche et la récolte de la data. Et la data permet quoi ? Elle permet bien sûr le ciblage, elle permet bien sûr la recommandation, mais la frontière entre la recommandation et la manipulation est extrêmement étroite. Et je crois qu'une des caractéristiques de cette nouvelle révolution technologique, c'est qu'elle favorise de manière assez radicale
les risques de manipulation qui nous amènent d'ailleurs à la question de la désinformation. Alors, cette évolution médiatique, eh bien, elle pèse sur les gens, elle pèse sur la société, elle pèse sur le public auquel on s'adresse. Par exemple, la globalisation que j'évoquais, elle génère un sentiment d'impuissance. Parce que finalement, aujourd'hui, nos décisions semblent quelque part situées dans des ensembles un peu immatériels, des grandes machines dont on a un peu de peine à comprendre comment elles fonctionnent, et on a le sentiment de perdre le contrôle de nos décisions. Et donc on est dans un sentiment d'impuissance un peu frustrant. Exemple type, le débat autour de l'Europe et la construction européenne, comment est-ce que les citoyens peuvent participer à la construction européenne. Deuxième exemple, la numérisation, elle risque de provoquer, elle, de l'ignorance. Pourquoi ? Parce que nos cerveaux, qui sont totalement dépendants aujourd'hui de nos différents petits écrans, ont de la peine à rentrer dans une logique cognitive linéaire. Nos cerveaux apprennent de manière fragmentée. C'est du pointillisme. Et c'est très difficile, dans une perspective de pointillisme, d'arriver à voir la big picture. Et donc, on a le sentiment petit à petit de ne plus comprendre ce qui se passe. On tombe dans une espèce d'ignorance confortable. Troisième exemple, la complexité, elle provoque évidemment dans la société l'incapacité à décider. C'est trop complexe, donc je m'abstiens. Et enfin, dernier exemple, la fragilité, eh bien, elle entraîne l'immobilisme. Quand on ne sait pas ce qui va se passer, quand on a le sentiment que ça va mal se passer, exemple typique en ce moment avec la situation économique, les risques autour de l'énergie, eh bien, finalement, on reste dans une situation d'immobilisme, ce qui aggrave encore la situation. Eh bien, ces quelques phénomènes-là, mesdames et messieurs, je pense qu'ils sont vraiment le terreau, ils sont la préparation formidable, au fond, de cette société de la désinformation. On voit émerger trois grands mouvements maintenant, qui sont les mouvements de la désinformation. Le premier mouvement, c'est la montée de l'égocratie. J'oppose l'égocratie à la démocratie. L'égocratie, c'est quand tout est orienté autour de ma personne. Mon émotion, mon impression, mon point de vue, c'est la vérité. Les institutions, elles sont à mon service ou alors elles n'ont pas de raison d'être. C'est un formidable déclencheur, au fond, de désinformation que d'être dans cette logique tellement égotique. Deuxième phénomène important à relever, la montée de nouveaux communautarismes. Alors, aujourd'hui, les communautarismes sont souvent digitaux. Nos followers, nos amis digitaux représentent des communautés assez hermétiques. Mais on voit arriver des communautarismes nouveaux, religieux par exemple. Regardez ce qui se passe actuellement au Brésil et regardez qui soutient le président actuel Bolsonaro. Ce sont des communautés de plus en plus religieuses et de plus en plus dogmatiques dans leur religion. Et puis évidemment, le troisième accès que l'on peut observer, c'est la montée du populisme. Et ce populisme, c'est quoi ? C'est finalement l'opposition entre un peuple présenté comme homogène et puis des élites qui ne sont jamais vraiment nommées, mais qu'il faut abattre. C'est le caractéristique classique du populisme. Alors, ça crée, au fond, les conditions cadres pour cette désinformation générale. En Suisse, on sait, parce que cela a été examiné récemment, notamment par l'Université de Zurich, on sait que 50% des Suisses considèrent que les fake news, c'est vraiment un problème grave. Ils sont inquiets avec ça. Ils se disent, mais ça ne va pas, il y a un truc qui ne va pas. On sait aussi qu'il y a une baisse de l'intérêt assez claire autour de la news, autour de l'info. On observe cette fatigue de l'information. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. On dit que trop d'informations tue l'information. Mais on a observé, disons, une chute assez importante de l'intérêt pour l'information, notamment en Suisse. On a perdu à peu près 10 points en 6 ans. Et puis, troisième élément chiffré, on sait, et ça c'est Reuters qui le montre avec ses dernières études, on sait que la confiance dans les news baisse. Elle baisse dans toute l'Europe. C'est parfois terrible. Par exemple, en France, il y a maintenant plus que 30% des gens qui font confiance aux informations, au sens large du terme. Aux États-Unis, 25%, c'est une catastrophe absolue. À l'inverse, dans les pays du Nord, en Finlande, c'est mieux. Par exemple, la Finlande est à peu près à 65% de confiance. Et la Suisse se situe au milieu, entre 46 et 47%. Quels sont les facteurs qui provoquent cette crise et qui provoquent cette désinformation ? J'en ai identifié 5, qui sont, à mon avis, toujours les mêmes dans toutes les organisations médiatiques. Premier facteur, la pression économique sur les rédactions. Moins de journalistes, moins de temps et moins de place pour couvrir. Deuxième facteur, la multiplication des relais. Les réseaux sociaux multiplient à l'infini l'information, y compris quand elle est fausse.
Troisième facteur, les algorithmes qui mettent en avant, qui poussent certaines informations plutôt que d'autres. Et les algorithmes poussent des informations qui sont, disons, émotionnellement efficaces. Et donc qui sont souvent des informations qui sont peu conformes à la vérité. Troisième élément, c'est que la plupart des contenus de qualité se cachent aujourd'hui derrière des paywalls, alors que les contenus fake sont totalement gratuits. Évidemment, ça multiplie la diffusion. Et enfin, dernier effet, cette logique de personnalisation, le one-to-one, eh bien, ça crée un effet de bulle, hein, que vous connaissez bien. On se réassure avec des choses qu'on a envie d'entendre, y compris si elles sont complètement fausses. Mais on reste entre nous dans l'erreur. Ces facteurs-là, on les observe absolument partout, dans toutes les sociétés occidentales en tout cas, et ils sont propices donc à la fabrication des fake news. Pour terminer, je vous dirais qu'il faut faire attention avec ce mot fake news parce qu'il couvre des réalités différentes. On peut considérer des familles, des grandes familles de fake news. Par exemple, il y a la fake news, la fausse information qui est fabriquée de manière délibérée, pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, pour des raisons de gloire personnelle, pour le plaisir de créer le chaos, peu importe, mais ce sont des productions délibérées de fausses informations qui donc s'inscrivent dans une logique de manipulation tout à fait classique. Deuxième famille, c'est la fausse information qui est produite par erreur, de bonne foi, mais on dit quelque chose de faux. Par exemple, on donne un faux résultat, on donne une fausse citation. Il n'y a pas l'intention de manipuler, mais le résultat, c'est que c'est faux quand même, et ce n'est pas corrigé. Il y a une troisième famille, c'est la fausse information qui est relayée. Alors, elle peut être relayée parce qu'on va trop vite, hein, on se dit qu'on va être les premiers quoi qu'il arrive, et donc on sort l'info même si on n'est pas tout à fait sûr. Ça peut être une fausse information qui est relayée parce qu'on n'a pas eu les moyens de la vérifier. Alors typiquement, aujourd'hui, dans le monde économique, vous avez des armées de communicants qui donnent des armées d'informations qu'on a de la peine à vérifier parce que c'est très complexe. Et donc, s'il n'y a pas assez de gens qui sont capables de le faire, eh bien, on relaie des informations fausses. Même si on n'a pas l'intention de dire quelque chose de faux, on n'arrive pas à le vérifier. Et puis, il y a le relais par confort. Alors ça, c'est un grand danger dans les rédactions. Vous savez, les rédactions se mettent d'accord. Hein. Tout d'un coup, elles pensent quelque chose. Alors on pense que ça, c'est bien et que ça, c'est pas bien. Ou bien on pense que lui, il a raison et lui, il a tort. Et puis finalement, par confort, eh bien, on va, d'une certaine manière, confirmer ce point de vue. Ça, c'est, disons, l'information relayée par confort, sans vérification, sans esprit critique. Et puis enfin, il y a l'information fausse qui est lâchée dans un débat. Par exemple, là, je vous dirais quelque chose de faux, c'est enregistré, c'est relayé, c'est pas vérifié, et ça part. Donc en fait, ce que j'aimerais vous dire ici, c'est que ce mot fake news est un mot qui recoupe des réalités qui sont très différentes, et il faut faire attention, quand on observe ça de près, de manière professionnelle, de bien faire la différence entre les familles. Et puis, finalement, pour terminer, que faire? Alors, d'abord, et là je rejoins tout à fait ce que vous disiez, je pense qu'il faut d'abord se mettre d'accord sur l'intention. C'est très difficile de définir la qualité, c'est très difficile évidemment de définir la vérité. C'est un concept mobile, c'est un concept flou. Mais on peut se mettre d'accord sur l'intention. Quelle est l'intention journalistique? Ça, c'est quelque chose qu'on peut discuter avec les rédactions. Et je pense que si on se met d'accord avec le fait que l'intention journalistique n'est pas en aucune manière d'ordre manipulatoire, alors on est déjà bien parti, disons. Puis après, il y a des règles. Il y a des règles professionnelles, je termine avec ça, des règles simples, mais qu'il faut de temps en temps rappeler. La logique des 4 yeux. On est 2, en tout cas, à regarder quelque chose avant qu'on diffuse. La double source, minimum, on ne peut pas se satisfaire d'une seule source, elle doit être recoupée. La capacité à accepter de ne pas être les premiers. Oui, d'accord, je serai numéro 2, numéro 3 dans l'info, tant pis, j'assume. La capacité de reconnaître une erreur et de la corriger. On a tous le droit de faire des erreurs. Hein. Si l'intention est correcte, ce n'est pas un problème de faire une erreur, si on la reconnaît et qu'on la corrige. Et puis enfin, peut-être la capacité à respecter un processus de réclamation qui est transparent. Si quelque chose ne va pas dans une rédaction, elle doit pouvoir s'expliquer dans un processus qui est connu, qui est transparent et qui est utilisé. Voilà. Je pense que si les rédactions arrivent à fonctionner dans ce modèle-là, alors elles ne sont pas à l'abri, évidemment, de cette désinformation ambiante, mais elles permettent, disons, en tout cas, de la réduire de manière significative.
Et ma dernière phrase pour conclure, c'est de vous dire, tout ce mouvement de désinformation n'est pas du tout un mouvement autonome, out of the box. Il s'inscrit dans un contexte sociologique, économique, aujourd'hui digital, qui évidemment donne la couleur de cette désinformation. Merci pour votre attention. Grazie. Allora